Salut Nico, Salut Fred, ça comment ça va? va? Ben écoute, super bien, ravi d'être là ce matin avec toi. Ben oui, moi pareillement, une belle fin de matinée ici à Montréal. Le Ouais. printemps est là Et oui, le printemps, le soleil, la chaleur, donc c'est parfait. Donc et très toujours, bien, petit webinaire le matin tant qu'il fait encore frais. et toujours une joie de se retrouver dans notre belle langue française cette fois parce qu'on a décidé de faire un webinar et on a décidé de le faire en français. Ouais, Et comme ça, toute la francophonie va pouvoir bénéficier de nos points de vue. tout à fait. Le challenge, ah bah ça commence. Le défi, ce sera de ne pas utiliser de mots anglais trop souvent au milieu du français, ce qui n'est jamais simple lorsque tu parles de sujets techniques, mais on va faire au mieux en fait. Ouais, on va peut-être mettre un concours, les gens vont devoir repérer, tu vois, j'allais dire spotter, vont devoir repérer nos anglicismes et pourront Ouais. nous proposer des. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a une littérature francophone pour couvrir toute la panel liée à l'intelligence artificielle. Je suis sûr qu'il y a plein d'anglicismes encore qui ne sont pas Ouais. traduits. Mais si tu regardes dans les pairs de l'intelligence artificielle actuelle dont on parle le plus, du deep learning et ce qui a amené au LLM, en fait, il y a des francophones ou des gens qui sont. Voilà, on parle de Yann Lequin ou Yoshua Bengio qui est montréalais. Donc voilà, donc il y a un lien. Et puis il y a beaucoup d'activités IA en France ou avec des équipes francophones. Donc je suis sûr qu'on peut trouver ça. Parfait, puis ça permettra que mon accent, mon lovely French accent, euh, soit pas mis en valeur aujourd'hui. On va parler dans nos langues. Ça va être plus précis. Fred, merci d'être là et bonjour et bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Moi, je suis Nicolas Delaby, cofondateur du collectif d'experts indépendants N2. On est spécialisé en transformation digitale. J'ai la joie d'avoir Fred qui collabore avec nous, expert en intelligence artificielle, passionné par le quantique également, Mhm. avec un grand parcours dans des belles entreprises internationales et puis aujourd'hui aussi fractional, tu vois, les anglicismes, euh, Fractionné. voilà, conseiller technologique à temps partiel ou temps fractionné. On va essayer d'être le plus francophone possible. Et Fred, bienvenue, et puis je te laisse un petit peu te présenter pour qu'on en sache plus sur qui tu es. Oui, bah, en fait, donc Frédéric Ethem, moi, ça fait à peu près 20 ans, plus de 20 ans maintenant que je fais de la tech. En fait, je pourrais dire que j'ai commencé plus tôt quand j'ai eu mon premier ordinateur. Et donc, j'ai évolué dans la tech, soit sur des sujets techniques, soit des sujets business, mais dans un cadre toujours technologique. Parce que ce qui me passionne, c'est comment l'innovation, en fait, qu'on peut tirer de la R&D et comment progressivement on peut la transformer en un produit qui a un impact sur les clients. C'est vraiment qui m'a toujours passionné. Et je pense que je suis assez choyé depuis quelques années, les dernières années, parce qu'il y a des sujets moi qui me passionnent depuis longtemps. En fait, à l'origine, j'ai une formation de physicien, puis en informatique, et les sujets qui me passionnaient il y a 25 ans, c'était la physique quantique, et ensuite c'était l'intelligence artificielle. Alors à l'époque, c'était avant le deep learning, donc c'était une intelligence artificielle un peu différente. Et donc je suis ravi depuis 2-3 ans de voir que ces deux sujets-là sont à nouveau à l'ordre du jour, chacun à leur manière. Donc tout ce qui est quantum computing d'un côté, et puis aussi tout ce qui est intelligence artificielle, dont on parle plus parce qu'elle est effectivement plus proche de notre quotidien. Et Fred, passion pour la technologie, basé à Montréal aussi, passion pour les différentes cultures internationales. L'humain est super important pour toi aussi, Frédéric, et la vulgarisation aussi de de cette complexité technologique, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, alors je pense que c'est vraiment essentiel parce que à la fin, c'est les humains que ça impacte. Et j'en parle parfois, d'ailleurs, lorsque c'est un des sujets qui me passionne, c'est l'impact entre les liens entre IA et art. Et c'est un des éléments où, voilà, pour le coup, pour moi, ce qui m'intéresse lorsque de l'art ou de la technologie, à la fin, c'est connecter avec des humains. Faire des projets technologiques, c'est aussi avant tout, et ça, j'ai découvert au fur et à mesure de ma carrière, l'occasion de participer à des projets humains avec des personnes avec des profils très différents. Quand on déploie de la technologie quelque part, mais en fait, c'est comment on fait pour que la technologie soit invisible pour l'utilisateur final autant que possible. Et ça suppose notamment de faire travailler des experts techniques, des experts business. Et c'est cette partie-là qui est passionnante au final. La technologie, au fur et à mesure des années, on se rend compte que la technologie est un prétexte pour vivre des aventures humaines. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien le vivre. Et alors, qui dit IA, qui dit humain, qui dit culture francophone, il y a aussi le vin dans tout ça. Je pense que mon petit doigt m'a dit que tu t'étais même amusé
à utiliser, alors je ne sais pas si c'est un secret, mais tant pis, je le révèle, à pouvoir Ouais. imaginer comment l'IA te permette de choisir une bonne bouteille chez un caviste, parce que tu aimes mettre les mains dans la tech et développer des choses, tu ne fais pas que du conseil. Avec toi, on est capable d'avoir des choses dans nos poches ou sur nos téléphones, et tu t'amuses aussi dans des sujets comme ça. Oui, oui, alors c'est un sujet que j'ai fait avec un ami qui s'appelle Alexis Caro, qui est un passionné de vin et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre nos passions en commun et tester quelque chose. Moi, ça faisait longtemps que je m'étais dit, en fait, là on peut utiliser notamment l'IA aujourd'hui et puis, en particulier l'IA générative, ben, c'est pour permettre à des experts, ben, en fait, de transformer leur expertise en un produit qui est utilisable, parce que bon, quand on a un expert, on a un certain nombre d'heures dans la semaine, mais l'idée, c'est comment on permet à d'autres, quand on n'est pas là, de bénéficier de notre expertise. Et on s'est rendu compte avec que cet ami qu'on pouvait bah, très bien trouver un moyen de fabriquer un petit outil qu'on a en bêta maintenant, qui est une sorte de sommelier de poche. Mais c'est pas n'importe quel sommelier, c'est en fait, on a intégré ses préférences, ses choix. Donc, on a toute une pratique où je lui ai demandé de me faire des témoignages sur bah, comment lui il choisit des vins, c'est quoi ses goûts, c'est quoi son approche. Et on a réussi en quelque chose à mettre ça à l'intérieur d'une application qui en fait reproduit ce que lui ferait. Donc, c'est un peu mon Alexis de poche. Et en fait, on a une petite bidou pour qu'il le fasse lorsque tu es dans un point de vente, un des points de vente qu'on a testé. Mais en fait, ils te disent que Alexis, s'il était à côté de toi, choisirait parmi les vins qui sont présents sur place. Voilà. Et donc, c'est un bel exemple en fait de technologie qui remplace pas l'humain. En fait, elle est plutôt là pour permettre à l'humain d'aller encore plus loin et puis d'avoir un impact même lorsqu'ils sont pas disponibles. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et j'ai autant adoré coder ce petit prototype avec lui sur mes heures libres que d'échanger avec lui sur son amour du vin et sur quelle philosophie de vie il y a derrière. Donc, c'est assez passionnant. Super. Alors, l'IA, Mirage, Bulle, Évidence, on est en pleine révolution. Ouais. On en entend parler tout le temps, constamment, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Certains, ils croyaient, pensaient que ça serait une bulle, d'autres une opportunité majeure, d'autres se disent, oulala, pas du tout, ça va supprimer nos jobs, il faut réguler ça. On voit d'ailleurs, nous qui sommes sur les deux continents, entre l'Europe et les US, on n'a pas du tout les mêmes approches. D'autres disent que ça va être un grand libérateur, on va être plus heureux que jamais grâce à l'IA. Et toi, ton point de vue là-dessus? Alors sur le dernier, est-ce qu'on va être plus heureux grâce à l'IA? Je pense que l'IA, je suis pas sûr que ça change tant de choses que ça. Est-ce qu'on va être plus heureux? Après, peut-être que ça pourra nous libérer du temps. Et après, on verra ce qu'on est capable d'en faire. Mais je pense que c'est peut-être trop d'ambition. Est-ce qu'il y a une partie de bulle? Oui. Est-ce qu'il y a des formes de mirage? Oui. Est-ce que c'est une opportunité? Oui. En fait, on peut répondre oui pratiquement à toutes les questions. Euh, le fait est que ça fait beaucoup parler et il y a beaucoup d'éléments. Euh, Moi, j'ai une approche en fait qui est assez pragmatique par rapport à ça. Oui, l'intelligence artificielle aujourd'hui a beaucoup de poids et en fait on en parle beaucoup parce que avec les LLM, avec ce qu'on appelle l'IA générative, en fait c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter. Donc ça c'est un des facteurs importants qui fait que c'est beaucoup plus présent. Est-ce que pour autant l'IA générative permettra demain d'avoir une intelligence équivalente à celle de l'humain, une intelligence artificielle généraliste ou les GI? Ça, j'y crois moins. Je suis plutôt comme Yann Lequin, qui est l'expert IA de Meta, de l'idée que ce qu'on voit aujourd'hui, les LLM nous permettent de faire beaucoup de choses, mais qui sont encore limités dans la capacité de vraiment reproduire toutes les facettes de l'intelligence humaine. Donc, je ne pense pas qu'on sera remplacé d'ici demain par une intelligence artificielle, en tout cas pas directement avec ce qu'on voit aujourd'hui comme technologie. Je ne pense pas non plus qu'on arrivera à très court terme à générer autant de valeur que ce qui est promis souvent dans les chiffres un peu fantaisistes, aussi bien des GAFA que des fournisseurs de chipsets. Maintenant, je ne pense pas non plus que ce soit une bulle complète au sens où c'est un peu pour ceux qui ont vécu la bulle Internet. Quand la bulle Internet a éclaté, on n'a pas dit enfin l'Internet ça sert à rien, puis on a arrêté en fait. On s'est juste rendu compte que l'Internet ça servait, mais peut-être que c'était un peu plus compliqué, puis un peu plus long, puis un peu différent de ce qu'on avait prévu. Et donc il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont trop investi, mais on s'est quand même retrouvé après avec une technologie qui a permis de nouveaux business models et qui est très présente aujourd'hui. Donc on peut imaginer que ce sera la même chose sur l'IA. On n'ira pas dans les délires que certains peuvent avoir. Ça ne sera pas non plus la fin du monde, ce ne sera pas non plus une catastrophe. Mais ce dont je suis à peu près certain, c'est que ça sera encore plus présent dans nos vies et dans les entreprises dans les prochaines années. Donc, d'où l'idée
de s'y intéresser, de s'éduquer, d'éduquer nos enfants pour démystifier tout ça, premièrement. Et toi, ce que tu dis, c'est la première chose, c'est la démocratisation. C'est-à-dire qu'au fait, Oui. aujourd'hui, tout le monde, pratiquement, peut aller sur un, un outil type ChatGPT et puis voir les résultats, où tout le monde l'a déjà dans son téléphone quand il utilise Siri ou autre. Donc, cette démocratisation, ça, c'est un fait. La bulle, on ne sait pas, mais peut-être, mais de toute façon, il y a peut-être surinvestissement, mais c'est pas grave parce que la révolution est là et il y aura peut-être d'autres modèles qu'on n'a pas imaginés. Les gens perdront de l'argent et autres, mais ça, c'est la règle du marché. Mais la technologie va transformer les usages et on n'est même pas encore aujourd'hui capable d'imaginer tous les contextes dans lesquels ça sera utilisé. D'ailleurs, tu vois, là, on est en train de parler en français. Question qu'on se pose, c'est demain, les interprètes disparaissent ou est-ce qu'on est toujours dans un besoin entre deux chefs d'État d'avoir une affinité et une transcription de choses que l'IA sera incapable de détecter. Je discute beaucoup avec ma femme qui dans les relations internationales et on se dit toujours, est-ce qu'un jour, deux chefs d'État auront un petit robot à côté pour pouvoir parler chacun dans leur langue et on aura absolument la certitude qu'il n'y ait pas de crise diplomatique à l'issue de la conversation. Écoute, c'est un beau cas d'école parce que tout dépend du contexte. Si par exemple j'ai une formation en ligne ou une recette de cuisine par exemple sur comment je fais les crêpes et que je veux la traduire dans 50, 70 langues, j'ai pas besoin de l'enregistrer, je peux le faire automatiquement. Il y a même des systèmes très performants qui en fait ajustent l'image, ajustent les mouvements de la bouche pour qu'en fait ça se synchronise sur la traduction simultanée. Donc ça fonctionne très bien dans ce cas-là d'utiliser l'IA parce qu'en fait ce serait pas intéressant, ce serait pas rentable d'aller demander des interprètes de le faire. Et puis, par rapport au cas d'usage, il n'y a pas de risque à utiliser l'IA, même si elle se trompe un peu de temps en temps. Je pense que si on devait, en revanche, faire parler deux chefs d'État qui sont au bord d'une crise ou d'une guerre, là, peut-être qu'on se poserait la question, est-ce qu'on ne préfère pas qu'il y ait un humain qui soit vraiment capable d'intégrer tout le contexte et donc là, c'est un bon exemple, en fait, c'est pas le type d'IA que tu utilises, ni l'action que fait l'IA, parce que dans les deux cas, elle va traduire, c'est dans quel contexte et quelles seraient les répercussions si jamais l'IA se trompe. Et c'est bien là qui est important. Il faut regarder ton cas d'usage et quel est le contexte du cas d'usage et quelle est la criticité. Ouais, C'est un élément important pour faire ce choix-là. donc, même usage. Mon fils veut flirter avec une japonaise et il utilise un chat, pas de problème, quoique. Par contre, relations diplomatiques, relations d'affaires ou autres, on dira oui, peut-être que l'outil sera là, mais l'humain devra quand même peut-être apporter la nuance des choses et autres, et ça va être intéressant. Très probablement. Et puis, je pense aussi que pour ton fils, ça sera peut-être important aussi qu'à un moment, s'il apprend le japonais, dans ce cas-là, c'est une belle façon d'allier tout ça. Je sais que mon fils a appris, j'ai un de mes fils, je ne dirais pas le nom, mais qui est trilingue aujourd'hui, mais au-delà de sa langue maternelle, c'est les deux autres motivations pour apprendre une autre langue et pas utiliser l'IA, c'était pour ce genre de situation. Bon, ça ferait l'objet d'une session entière, c'est finalement comment préparer nos enfants, parce que c'est aussi les questions qu'on se pose. Est-ce que les métiers de demain vont complètement se transformer? On n'ira pas trop dans le sujet aujourd'hui, parce que c'est un vaste sujet, mais Oui, il y a et des questions je me qu'on va... déclarais totalement incompétent pour le faire parce que je pense que c'est très, 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 très difficile de savoir. Moi, je dis souvent à mes enfants que lorsque j'ai passé mon bac, les métiers des gens avec qui je bosse aujourd'hui n'existaient pas parce que c'était avant Internet. Donc, voilà. À partir de là, ça te met dans une forme d'humilité. Je pense que la vraie question, c'est surtout comment t'apprendre en compétences. Et là, par contre, où c'est intéressant, c'est, je pense, qu'il y a familiarité avec l'IA et de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça ne peut pas faire, quels sont les risques. Ça fait partie d'un domaine plus vaste de computer literacy. Et je pense que l'intelligence artificielle doit en faire partie parce qu'elle sera présente. Et souvent, c'est quand on me pose la question, je pose la question, c'est pas est-ce que ou non l'IA sera dans nos vies et dans nos entreprises. Là, la question, non, effectivement, elle sera présente. La question, c'est comment, sous quelle forme, et le mieux, c'est de se familiariser avec. Mais j'aimais bien le point que tu faisais tout à l'heure. Effectivement, tu as une partie démocratisation. En général, je cite trois éléments qui montrent que ça encourage à ce que ça se développe. La démocratisation, c'en est une, et notamment ChatGPT a permis de démocratiser. Les LLM ont permis de démocratiser parce qu'avant, l'IA était utilisée, mais par des analystes, par des experts. J'ai vu une étude d'une IRIA qui montrait qu'on était passé de 1 à 15% de personnes en entreprise qui ont utilisé de l'IA
et en grande partie parce que utiliser l'IA aujourd'hui, c'est possible sans avoir besoin d'être expert en sciences des données. Donc ça, c'est un phénomène qui participe à la pénétration de l'IA. L'autre élément, c'est que le temps pour déployer l'IA est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, on peut très bien déployer de l'IA en utilisant des outils préexistants. Donc l'IA devient une brique d'une application existante, alors qu'avant, il fallait prévoir beaucoup de temps. Ça prenait 2 ou 3 ans de déployer de l'IA. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des entreprises qui déploient ça chez leurs clients en quelques semaines, et notamment parce que, en fait, c'est une approche qui est beaucoup plus modulaire à base d'API. Et puis le troisième point, c'est le coût. Et effectivement, les coûts, parce que il y a eu beaucoup d'investissements, les coûts ont beaucoup diminué. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins une préoccupation, notamment parce qu'il y a différents types d'IA, différents niveaux de qualité, et que si on choisit la bonne qualité et qu'on ne fait pas de la surqualité, on peut se retrouver avec des modèles qui sont tout à fait suffisants pour ce qu'on veut faire et qui coûtent très, très peu. Donc, quand tu as quelque chose qui peut créer de la valeur, qui a une faible résistance au changement, qui peut être déployé rapidement et qui ne coûte pas très cher, en général, en IT, c'est un bon point de départ pour commencer. Excellent. Alors, on va entrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Notre réflexion, c'est l'IA comme facilitateur pour extraire la puissance de nos données d'entreprise. Et ça pose plein de questions. Déjà, on l'a vu, nous, au sein du collectif, on est une petite entreprise et on s'est posé très vite la question au fait, on a déjà plein de données, les CV de nos consultants, les relations commerciales, aussi des façons de faire, des savoir-faire. Avec la puissance des machines, on pourrait en effet accélérer nos process, être beaucoup plus percutants et autres. Mais même déjà à notre échelle, où on a quelques systèmes d'information, c'est « Oh, ok, mais on fait quoi avec quel outil on expose quoi comment on reste compliant avec les réglementations est-ce que derrière ChatGPT, si on l'utilise, il y a un grand méchant qui aspire tout et qui va commencer à réutiliser mon intelligence commerciale ou autre c'est vrai que c'est un peu une boîte noire. Et puis, pour quelqu'un qui n'a pas les bonnes méthodes et les bons réflexes, ça peut très vite être compliqué. Et j'imagine encore plus pour une direction informatique qui doit se poser les mêmes questions, mais à l'échelle d'une grande entreprise. Donc, voilà, on est là aujourd'hui pour essayer d'imaginer, ça serait quoi les bonnes méthodes, en fait, pour connecter notre puissance de données à ces outils formidables. Alors, je pense que le fait que tu parles de données, je pense que c'est vraiment le cœur du sujet, parce que souvent on associe IA à ce qu'on appelle du compute, la capacité de traitement, mais en fait, l'IA est surtout là parce qu'on a aussi beaucoup de données. Si on regarde comment la plupart de l'IA qu'on utilise, alors toute l'intelligence artificielle n'est pas basée là-dessus, mais l'essentiel de ce qu'on connaît, que ce soit le machine learning ou les LLM qui en sont la suite aujourd'hui, en fait, elle base sur l'idée qu'on a beaucoup de données et que cette donnée nous permet d'identifier des patterns et donc de reproduire des choses. Si tu vois comment fonctionne ChatGPT ou un LLM, on lui a fait ingérer et comprendre et regarder les patterns à l'intérieur de plein de corpus de texte et une quantité phénoménale de données parce qu'elle est disponible sous forme informatique. Et ça lui permet aujourd'hui de pouvoir, lorsqu'on lui donne un texte, pouvoir le compléter. Et c'est ça la base. Mais au cœur du système, il y a en fait beaucoup de données, une capacité de traitement de cette donnée. Donc, ça se rapproche de ce qu'on faisait en statistique avant, mais de façon un peu plus massif en termes d'échelle et un peu plus complexe. Mais ce que ça met en évidence, c'est que avant tout, c'est une question de données autour de ça. Et c'est pour ça que c'est important pour les entreprises. Je pense qu'il n'y aurait pas d'IA aujourd'hui telle qu'on la connaît s'il n'y avait pas accès à ces données. Ça vient vraiment du big data, donc du fait qu'on a de plus en plus de données qui est générée, produite par nos interactions, par les systèmes qu'on monitore. Donc, il y a de plus en plus de données qui est créée. Et ça a permis de créer notamment des modèles d'IA. Mais c'est aussi important pour les entreprises de réaliser que c'est là que se trouve leur valeur. Très souvent, que le cœur de ton métier soit de la donnée ou pas, les données te donnent la capacité d'optimiser ton système, d'améliorer ton fonctionnement et surtout de prendre des meilleures décisions plus rapides, plus pertinentes et donc d'optimiser comment tu fonctionnes. Ça peut aller si tu as une chaîne de production, par exemple, si tu as des données qui sont capables de récupérer des données sur tes machines et de prédire qu'une d'entre elles risque de tomber en panne, ça fait gagner beaucoup de temps parce que ça permet de la réparer en avance. Donc là, même si le cœur de ton métier, c'est de fabriquer des objets, accéder à la donnée, ça te permet de faire mieux le métier que tu fais et donc de créer de la valeur. Mais ça vaut aussi dans le cas que tu prends pour N2, c'est si tu es capable de récupérer les informations sur les consultants et puis d'inférer des informations sur le type d'appel d'offres que tu as et puis de matcher plus rapidement et de trouver en 2 heures la bonne personne pour une mission
alors qu'avant, ça te prenait 2-3 jours, mais peut-être que ça te permettra d'être sur la mission, d'avoir un candidat avant la concurrence, et donc tu crées de la valeur. Ton métier, c'est pas générer de la donnée, mais tu peux faire ton métier de façon plus efficace parce que tu es capable de prendre ta donnée et d'en tirer des inférences, des informations et de prendre une décision sur la base de toutes les données que tu as. Donc en fait, quelle que soit l'entreprise, hein, qu'on soit une entreprise très loin de la tech, sur de la production, et je pensais, il y a un monsieur qui nous a contacté, je pense qu'il est dentiste ou orthodontiste, j'ai dû voir ça, en disant, mais moi je me pose la question de comment utiliser l'IA pour ma verticale métier, ou une entreprise très tech, c'est d'avant de réfléchir au fait, mais quelles sont les données disponibles qui sont déjà informatisées, que je vais pouvoir exploiter, et finalement d'avoir mis une gouvernance avant même de parler d'IA pour savoir quelles sont ces données, quel type de confidentialité je dois avoir vis-à-vis de chaque type de données, où elles se situent, est-ce qu'elles sont de bonne qualité également. Donc, si je comprends bien, c'est de la gouvernance. Et Ah, d'ailleurs, ça serait quoi, selon toi, la définition de la gouvernance des données, s'il y en avait une? alors, je vais prendre quelque chose d'aussi simple que possible. L'idée de la gouvernance des données, c'est l'ensemble des policies, des politiques, pardon, des procédures et de l'organisation qui permet de gérer, de s'assurer que la donnée en entreprise, elle est accessible, qu'elle est sécurisée, qu'elle est bonne qualité, et qu'au final, les personnes qui ont besoin de l'utiliser pour prendre des décisions, en fait, ils ont accès à tout moment à la meilleure donnée possible par rapport à l'utilisation qui doit être en fait, tout ça en respectant les règles de sécurité, de traçabilité. Donc c'est vraiment l'ensemble des mécanismes qui sont en place dans l'entreprise. Alors parfois on pense que la gouvernance des données, c'est une équipe à part. En fait, non, il y a souvent des équipes à part. Il y a un chief data officer, il y a des data stewards, il y a des gens qui font ça au jour le jour, c'est leur rôle. Mais la gouvernance des données, en fait, c'est l'ensemble de l'entreprise et de s'assurer que dans les processus d'entreprise, en fait, on a les éléments qui sont nécessaires pour que la donnée soit toujours de bonne qualité, qu'elle soit complète, qu'elle soit fiable et qu'elle puisse être utilisée par les bonnes personnes, que les gens qui n'en ont pas besoin n'y aient pas accès non plus. Ça fait partie aussi de l'importance. Et en fait, plus ce système fonctionne bien, en fait, plus on peut, lorsqu'on utilise les données, s'en servir dans des cas qui sont plus exigeants en termes de qualité ou de pertinence. Et par rapport à ça, je fais un peu un lien avec le grand monsieur sécurité qu'il y a souvent dans l'entreprise, qui va nous dire, moi, ce qui est important, c'est la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité de ces données. On a les mêmes logiques, sauf que là, on vient réfléchir à qu'est-ce qu'on va exploiter et connecter à nos LLM. Ouais. Et se pose la question, avant qu'on discute un peu des niveaux de maturité, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise un système public type OpenAI, ou est-ce que je recrée une infrastructure? Euh, Comment on s'y prend? Tu vois, Alors, ça, je pense que il faut d'abord se dire, tu vois, il faut pas commencer par la technologie, justement. Et c'est souvent le point que je vois, moi, quand je discute avec des entreprises. Tu prends le cas de l'orthodontiste dont tu parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont la technologie, ils disent, ah, il y a une nouvelle technologie qui arrive, et ils se disent, bah, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et quand je pourrais l'intégrer. Et alors, c'est important de dire, voilà, il y a une nouvelle techno, donc il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais en faire, mais à un moment, il faut surtout penser en termes de cas d'usage. Utiliser la technologie pour la technologie, utiliser OpenAI pour OpenAI, bon, c'est fun. J'ai vu plein de gens qui faisaient des POC d'IA, donc des proof of concept, donc des preuves que voilà, on a mis de l'IA dans nos systèmes. Mais en fait, c'était sur des cas d'usage qui ne justifiaient pas qu'on utilise de l'IA ou en fait qui n'étaient pas en production. Donc, la vraie question qu'il faut se poser d'abord, c'est qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue business? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire qui peut améliorer ma productivité? Ou est-ce qu'il y a de nouveaux revenus que je pourrais créer? Est-ce qu'il y a un nouveau pas même des nouveaux revenus streams que je pourrais générer? Donc, il faut vraiment prendre la partie métier ou business. C'est qu'est-ce que je pourrais changer que l'IA me permettrait de faire? Ça peut être d'accélérer les process existants grâce à l'IA. Ça peut être d'améliorer, par exemple, mon chiffre d'affaires parce que l'IA me permet de faire du cross-sell, donc de suggérer à mes clients d'autres produits. Mais il faut toujours qu'avant qu'on fasse quoi que ce soit, avant qu'on pense technologie, c'est quoi, d'un point de vue business, ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que ça va changer? Et qu'est-ce que ça va améliorer en termes de revenus, en termes de coûts? Voilà. Et il faut toujours commencer par là. Après, une fois que tu as identifié des use cases qui sont intéressants, effectivement, tu poses la question de la technologie. Mais avant même de faire ça, il faut dire, voilà, ce use case, est-ce qu'il est important? Quel niveau de maturité il requiert? Est-ce qu'il est à risque? Et c'est une fois que tu as établi tout ça, OK, c'est quoi
les bénéfices, c'est quoi les risques qu'il y a, que tu choisis la bonne technologie. Et alors, le choix que tu indiques, par exemple, il y a un moment, tu peux te dire, bah, est-ce que je prends OpenAI, est-ce que je prends Mistral, est-ce que je déploie un open source chez moi? Là, c'est typiquement, ça dépend du contexte. L'intérêt d'utiliser OpenAI, c'est bon, effectivement, ça permet de se connecter directement à une API d'un des leaders du marché. C'est assez facile à mettre en place. Il y a plein d'outils pour le faire. On peut déployer assez rapidement. Maintenant, ça pose un problème, c'est que bah, les données, elles sont effectivement hébergées non seulement en dehors de notre entreprise, mais elles sont hébergées aux États-Unis, très probablement, et ça peut poser des problèmes de gouvernance. Donc là, tu peux dire maintenant, j'ai plutôt envie d'avoir, mon exigence, c'est que mes données ne soient pas dans l'entreprise, mais qu'elles soient hébergées souverainement. Ben là, tu peux aller voir un autre fournisseur, il y en a d'autres. Je citais Mistral tout à l'heure, mais il y a d'autres alternatives où ben là, tu sais que effectivement, tu utilises une IA à l'extérieur, mais elle est en Europe. Donc, elle est soumise à la loi européenne. Et puis, tu as l'étape d'après où tu dis non, non, j'ai surtout pas envie que mes données sortent de chez moi. Donc là, tu as l'option où tu vas déployer ton propre moteur, ton propre moteur de LLM, et le déployer sur tes machines. Donc, ces trois options sont possibles et elles ont tous leurs avantages. Mais pour faire ce choix, il faut d'abord se poser la question. C'est quoi ce que tu fais d'un point de vue business? C'est quoi le risque associé? C'est quoi le niveau de criticité? Et en fonction de ça, tu choisis la technologie. C'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut aller. En fait, la question classique de tout projet de transformation, c'est pourquoi, Ouais, avant même de tomber dans les pièges ou le charme des marketeurs là, qui mettent le mot AI partout et qui essaient de dire il faut absolument le faire. Ouais, c'est bien ouais, gentil, mais avant tout, pourquoi faire? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Si tu en as besoin, ben, on va peut-être réfléchir à comment le faire correctement. Et il y a plein d'options et autres. Mais ça passe par un bon business case et une réflexion stratégique et tactique. tout à fait. Ça Excellent. faut toujours commencer par là. Alors, parlons un peu de maturité, niveau de maturité en gouvernance de données. Et il me semble qu'on a la chance d'avoir peut-être quelques illustrations qui vont aider le propos. Mais avant tout, je pense que c'est inspiré, c'est pas nouveau, le modèle de maturité. Est-ce que tu peux un peu nous le réexpliquer? Oui, alors en fait, là, on a le maturité IA. Moi, ce que je conseille en général, quand on doit choisir, ben, qu'est-ce que je mets en place? Et comme tu disais, ben, mettre en place l'IA, déployer l'IA, en fait, en général, c'est déployer un use case qui utilise l'IA comme brique. Et donc, c'est une forme de transformation. Et toute transformation d'entreprise, il faut se poser la question, ben, alors, où est-ce que je me situe en termes de maturité et est-ce que j'ai les fondamentaux nécessaires? Et on a vu que l'IA est très dépendante des données. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une adéquation entre le type d'usage que je vais faire d'intelligence artificielle et le niveau de maturité des données que ça va utiliser? Parce qu'il faut que les deux se rejoignent. Alors, si on regarde en termes de maturité sur la gouvernance des données, ben là, en général, le modèle qu'on prend est assez simple. Il y a des modèles comme CMMI ou d'autres de maturité. Il y a à peu près 5 niveaux. Enfin, j'ai essayé d'avoir 5 niveaux de maturité IA et 5 niveaux de maturité de gouvernance des données. Alors, pour la maturité de gouvernance des données, bah, le niveau de base, c'est que tu n'as pas de gouvernance. En fait, c'est un peu ad hoc. Et là, il n'y a pas de processus défini. Le niveau d'après, qui est le niveau 2, il y a des processus, il y a un peu de gouvernance, mais pas partout, et elle n'est pas toujours suivie. Le niveau 3, c'est qu'il y a une gouvernance, il y a des processus qui sont suivis, il y a des formations, mais voilà, c'est établi. Le niveau 4, c'est qu'on a ce même système, mais on le suit, on le monitore. Donc, il y a des métriques pour s'assurer de la qualité de la mise en place de cette gouvernance. Et le dernier niveau, c'est qu'on utilise tout ça et on fait de l'amélioration continue. Donc, c'est vraiment 5 niveaux de maturité et en fait, qui peuvent être variables suivant les domaines, mais qui vont correspondre en fait effectivement, il y a des coûts supplémentaires, mais ça permet aussi de soutenir des use cases plus larges. Et il y a un élément important dans tout ça aussi, ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu montes dans les niveaux, c'est-à-dire que tu as de plus en plus de nécessité de l'intégrer dans l'ensemble de l'entreprise, de former les personnes, et que ça devient de plus en plus un projet transverse. Et c'est là que tu vas avoir notamment des équipes dédiées, mais où il faut que l'ensemble de tes équipes en fait, soient familiarisées avec ce processus. Et en fait, donc là, pas grand-chose de nouveau par rapport, comme tu le dis, au cadre de référence qu'on connaissait, type CMMI ou autre. Le critère à 5 niveaux correspond bien et on va travailler sur le niveau de gouvernance qui n'est pas forcément le même pour toutes nos données. On peut tout à fait être sur un modèle de gouvernance extrême parce que c'est des données critiques et d'autres où on est faible. Les couleurs varient aussi dans l'entreprise en fonction des maturités ou c'est homogène? Oui, alors tu peux. Le tout, en fait, c'est
de s'assurer que les use cases que tu déploies soient cohérents avec le niveau de maturité des données qu'elles utilisent. Alors finalement, plus tu généralises à l'ensemble de l'entreprise, mieux c'est, parce que ça te permet notamment d'avoir des cas. Et en fait, tu te rends vite compte que si tu utilises des données uniquement marketing, bah, parfois les données clients, tu as aussi besoin de données sur le produit, et que les use cases les plus intéressants sont souvent des use cases qui vont avoir besoin d'accéder à différents silos de données différents, à des différentes typologies de données. Donc, la maturité, très rapidement, tu es obligé de l'avoir sur une enveloppe assez large. Mais l'essentiel, c'est, voilà, j'ai un use case, je veux faire ça. Par exemple, je veux proposer un chatbot automatisé à je veux gérer automatiquement mon système de production. Et il faut s'assurer que la maturité de la donnée associée soit cohérente. Et alors, ça, c'est la première étape, c'est tu définis des niveaux de maturité de gouvernance de données. Et puis après, il faut voir les niveaux de maturité pour l'IA. Donc, c'est ce qu'on affiche sur le slide. Et il y a aussi 5 niveaux qu'on a définis parce qu'effectivement, on peut utiliser l'IA de façon plus ou moins critique, un peu comme on le disait tout à l'heure sur l'exemple de l'un des interprètes. Ça peut aller d'une automatisation basique. En fait, on va utiliser un chatbot mais informatif, voire qui va uniquement permettre à l'utilisateur de taper son besoin et on va lui remonter des documents existants. Donc l'IA, là, sert juste d'aiguillage vers du contenu, mais il y a peu de risques qu'elle se trompe, et même si elle se trompe, il y a peu d'impact. C'est juste que le document sera plus ou moins pertinent. Ça, c'est vraiment l'automatisation de base. Et là, pour ça, tu n'as pas besoin d'une gouvernance de données très poussée, une gouvernance de données basique, voire si tu as juste ton contenu, il est correct, c'est pas très exigeant. Après, l'exemple classique, c'est une question que dans une knowledge base, tiens, dis-moi comment je peux faire un reset de mon password. Il va trouver l'article et il va peut-être rendre ça un petit peu plus human-friendly. Désolé, encore un anglicisme, mais voilà, ça s'arrête là. Ça serait une automatisation de base. Oui, ça serait une automatisation de base. Puis en fait, tu as le risque qui est assez fait parce que le contenu, c'est un contenu qui aurait été créé ou revu par un humain. Donc si l'IA se trompe, au pire, elle te fournit un contenu qui n'est pas pertinent, mais elle ne va pas te donner des erreurs ou elle ne va pas te dire, bah, tiens, il faut que tu donnes ton password à tout le monde. Non, elle ne va pas te raconter n'importe quoi. Donc là, tu vois que l'usage, il a quand même une valeur parce que c'est-à-dire que l'utilisateur, au lieu d'aller chercher dans un menu, il peut juste taper à la main ce qu'il veut et ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème, il y a peu de risques en fait. Après, il y a une étape au-dessus, c'est si tu veux soit avoir des choses qui ont un peu plus d'impact sur ton business. Par exemple, des prévisions de vente ou segmenter automatiquement tes clients. Là, ou faire de la maintenance prédictive mais simple. Là, en fait, on va avoir plus d'impact business, donc les exigences sont plus élevées. Mais là aussi, la criticité est relative parce qu'en fait, si l'utilisateur, si ton client, s'il y a certains de tes clients, tu les segmentes pas exactement comme il faut, ça va avoir un impact à la marge, mais c'est facile à corriger, c'est facile à améliorer. Donc là, tu as besoin quand même de données relativement pertinentes. Tu as besoin de commencer à avoir la traçabilité pour pouvoir améliorer ton modèle, mais l'exigence reste modérée en fait. Là où c'est un peu plus complexe, c'est lorsque tu passes d'un modèle où tu vas juste donner des informations à un modèle où tu vas commencer à aider à la décision. La décision sera peut-être prise et souvent prise par un humain, mais là, on commence à prendre des décisions du type détection de fraude. Voilà, j'ai un certain nombre de critères sur l'utilisateur, les pages qu'il allait visiter, son profil, et je vais avoir un système qui décide s'il y a un risque de fraude, s'il faut que je bloque cet utilisateur ou pas. Là, effectivement, c'est un impact direct parce qu'en fait, on va priver l'utilisateur ou un client potentiel d'acheter un produit sur la base d'informations. Et là, on commence à être dans un niveau de criticité plus élevé parce qu'en fait, l'impact business est immédiat. Alors, il est réversible, c'est-à-dire que si jamais tu te connectes et que le système te prend pour un fraudeur, on peut toujours, avec un humain, revenir en arrière, t'offrir un discount, ce que tu veux. Mais c'est quand même, ça commence à avoir un impact plus élevé. Pareil sur des moteurs de recommandation. Là, il y a un impact business. Si une bonne partie de ton revenu, il est sur le fait que tu es capable de faire beaucoup de cross-sell ou de recommander des choses, si tu te trompes, tu risques de perdre tes clients. Donc, c'est pas catastrophique si le système ne fonctionne pas, mais il y aura un impact sur ton revenu néanmoins, en fait. Alors, je vais essayer de comprendre un peu la différence entre les trois modèles qu'on vient d'évoquer. Donc, l'automatisation de base, on a dit, c'est exploitation d'une knowledge base améliorée. Bon, ouais. pas de risque. On est content. On gagne déjà de l'argent parce qu'on on décharge une équipe de niveau 1 pour faire des tâches qui ont peu de valeur. Analyse améliorée, c'est, je sais pas, j'aspire tous les contrats d'une entreprise et puis je lui dis, fais-moi une synthèse des deals les plus marquants par rapport à nos clients sur tel segment. Donc là, l'IA va commencer à interpréter et puis te dire, tiens, j'ai trouvé 10 clients, voici mon analyse, mais ok, tu peux toujours aller vérifier derrière et autres. Et le système d'aide à la décision, c'est le commercial qui se réveillerait tous les matins avec un écran et on viendrait lui commencer déjà à l'induire
des comportements. Tiens, tu devrais appeler tel client parce que je pense que... Et on aurait déjà un petit peu plus de distance par rapport à la donnée brute. C'est ce Ouais. que je comprends, hein. C'est ça? Oui, et puis dans la façon dont ça fonctionne, bah, l'utilisateur en plus, même s'il a le choix final, il va être plus influencé par le système d'aide à la décision et puis, bah, très souvent, il va suivre l'avis et donc il va être capable, s'il y a un vrai problème, de le détecter, mais pas nécessairement tout de suite. Donc c'est pour ça que, pour faire ça, bah, il faut des informations plus précises, plus avancées. Si jamais tes informations, de vente, sont pas correctes, ou sont pas complètes, eh ben, tu vas te retrouver à faire des choix entre proposer 2 clients, mais en fait, si derrière tes les données sur lesquelles se base l'inférence sont fausses, bah, tu vas donner la mauvaise information et tu vas passer du temps sur le mauvais client. Donc là, on commence à voir qu'il y a un impact. Et puis après, bah, il y a les deux suivants à droite, où là, l'impact, il est plus immédiat, aussi parce que l'effet est immédiat. Sur les systèmes d'aide à la décision, l'effet, enfin, il est réversible, ou en tout cas, il se voit sur le long terme. Là, on parle IA opérationnelle, c'est là où on veut des systèmes où en fait l'IA va prendre des décisions avec une supervision, mais qui n'est pas en temps réel. Par exemple, des modèles de tarification dynamique où l'IA va choisir automatiquement le prix en fonction un certain nombre de critères, et donc bah, il va décider de ton prix sans qu'un humain ait la possibilité physique d'aller changer les choses. Ou par exemple, si on a un système d'approvisionnement, une chaîne de production, bah, aucun tu peux passer de la maintenance prédictive qui va juste informer les équipes de maintenance, tiens, regardez cette machine, peut-être qu'il y a un problème. Bah, tu peux aller plus loin en disant non, non, le système il va détecter qu'il y a un risque de panne et que donc il va décider de modifier les paramètres ou la cadence d'une chaîne. Là, il prend des décisions qui ont un impact direct et sur lequel l'utilisateur ou l'expert n'a pas nécessairement la main. Donc là, on parle de criticité plus élevée, d'immédiateté dans l'impact. Et donc là, il faut effectivement des données qui sont non seulement de qualité, mais aussi qu'on commence à pouvoir vraiment faire de la traçabilité si jamais il y a un problème. Et puis aussi, il y a une question de fraîcheur de la donnée. Et donc, ça a des exigences plus importantes en termes de qualité des pipelines de données, et ainsi de suite. Donc là, on est déjà dans un niveau où il faut une gouvernance de données assez forte parce que les exigences par rapport à la donnée, sa fraîcheur, sa précision sont assez fortes au jeu, au vu des décisions qui sont prises. Donc là, on est Et par puis, exemple ouais, sur un modèle de tarification dynamique pour une compagnie aérienne ou un site d'e-commerce ou un système de priorisation de tickets dans une queue où on viendrait commencer déjà à pratiquement, c'est pas de l'automatisation, mais on vient vraiment agir sur certains paramètres. ouais, tout à fait. Et là, tu vois bien que ben, il y a une notion de non-réversibilité, parce que si jamais tu t'es trompé, tu peux compenser, mais l'impact sera plus fort. Et puis le dernier à droite, bah, c'est le système IA qui sont complètement autonomes, où là, effectivement, on a des systèmes qui vont être soit des véhicules autonomes ou du trading financier qui soit piloté par l'IA, ou par exemple et donc là, on a vraiment un système qui fonctionne tout seul, qui prend ses décisions, qui n'est pas supervisé en temps réel, où en fait l'humain peut juste éventuellement avoir un bouton pour dire non, on arrête, ça, il y a un problème. Et donc là, c'est là qu'il y a le plus d'exigence sur la donnée parce que bah, les décisions qui sont prises, elles sont très dépendantes de la capacité du système à lui fournir du données efficaces. Alors, un bon exemple pour illustrer celui-ci, les systèmes d'IA autonomes, il se trouve que j'ai une voiture dont je ne donnerai pas la marque, mais qui est un système de conduite autonome qui ne se base que sur des caméras. Et là, c'est un exemple. Voilà. Et j'utilise plus ce système maintenant, en tout cas de façon beaucoup moins poussée, parce qu'en fait, ben, les caméras donnent moins d'informations qu'un équivalent comme un LiDAR, qui serait un système à base de laser. Et vu la criticité de la conduite autonome d'un véhicule dans lequel je suis avec mes enfants, eh ben, je veux que les données qui sont fournies par le système soient des données de haute qualité, qui soient toujours fiables et toujours disponibles. Et je pense que uniquement utiliser des caméras, c'est moins fiable que d'autres systèmes qui sont plus avancés. Et là aussi, c'est pas que le système n'est pas bon, c'est juste que le système est seulement aussi bon que la qualité des données qu'on lui fournit. Et donc, s'il n'y a pas d'adéquation entre les deux, là, potentiellement, tu as un risque. Donc j'imagine que tu as une équipe de gouvernance de données à la maison. Là, ce que tu me racontes, c'est que pratiquement pour ta vie quotidienne, tu as déjà ce réflexe de dire, hé, là, je vais peut-être pas, même si le fabricant me propose la conduite autonome, quand il y a ma femme et mes enfants, je vais peut-être pas trop m'amuser pour l'instant. Oui, oui, ouais. Et en fait, le tout, c'est effectivement de cette gouvernance-là, de la mettre. Et derrière la gouvernance, c'est surtout une question de philosophie, de se poser les bonnes questions. Et quand tu mets ça dans une gouvernance, c'est que ben, dans tes process,
tu définis des process qui forcent à ce que ces questions soient posées par le système par lui-même, qu'il y ait aussi des systèmes voilà, où on ne fait pas des choses lorsqu'il y a un risque trop élevé, et puis des personnes pour le gérer, mais finalement, ça revient à ça. Donc, la dernière colonne, c'est pratiquement une réflexion de dire si une décision est prise et qu'on n'a pas de réversibilité possible, attention, parce que tu parles d'un trading financier, c'est vrai qu'en général, sur une salle de marché, quand les ordres sont partis, c'est très compliqué de faire les transactions à l'inverse. Le véhicule où tu mets ta vie en danger, où on voit diagnostic tenté, mais même des débats plus éthiques. Est-ce que demain, une armée pourrait amener à ce qu'un drone décide lui-même d'avoir l'action létale sur l'ennemi? Ouais. Et on comprend le débat éthique que ça va susciter parce que ça touche absolument tous les aspects de notre vie là. Alors, c'est surtout que c'est effectivement un débat éthique. Parce que si tu reprends le cas de la voiture autonome, l'argument qu'on pourrait faire, c'est qu'un être humain, il a que ses yeux pour voir. Il n'a pas de radar ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ton exigence, c'est que si la voiture fait aussi bien qu'un humain, par exemple, un drone sur un champ de bataille, euh, je pense que les soldats sur un champ de bataille ont aussi des capacités de décision qui ne sont pas toujours simples, parce que vu le contexte. Donc, à un moment, ce qu'on veut, c'est. Et on se rend compte qu'on est même plus exigeant envers la machine qu'envers l'humain. Et que si on met une machine pour faire quelque chose, il faut qu'elle soit encore plus capable que l'humain de faire cette tâche, lorsqu'il s'agit de systèmes autonomes, effectivement. Mais là aussi, ça dépend du contexte. On parlait de l'interprète tout à l'heure. Voilà, ça dépend du risque, ça dépend de est-ce que c'est suffisant. Et il y a deux erreurs en fait possibles. C'est soit tu implémentes un système qui a une haute maturité en IA, mais avec une faible maturité de gouvernance de données. Là, il y a un risque. Mais tu as aussi des risques dans l'autre sens, où en fait, tu as une gouvernance de données qui est très avancée et tu utilises uniquement des systèmes d'IA assez basiques. Là, c'est qu'en fait, tu as sans doute des opportunités que tu as ratées. Donc, c'est l'équilibre entre les deux qui est important. Et les Donc, questions que ça force à poser après. on est finalement sur de la gouvernance, sur de Oui. l'éthique, sur du raisonnable, qui est un peu en lien avec l'éthique. Et pour remettre, parce qu'on parlait en début de session qu'il y a beaucoup de jargon, beaucoup de mots techniques, donc des mots type LLM et agentique. Est-ce que je comprends qu'à droite, on est pratiquement sur ce qu'on appelle de l'agentique? Est-ce que tu pourrais juste un peu démystifier ces termes-là? C'est quoi Oui. Ouais. Alors, les LLM, c'est les briques de base, en fait. Alors, c'est un modèle IA qui, à la base, en fait, c'est des large language models qui est capable, notamment très talentueux pour pouvoir faire semblant de parler, on va dire ça comme ça. Et pour ça, en fait, on l'a entraîné. C'est une grosse matrice avec des milliards de paramètres qui en a donné plein de textes et qui lui permet à cette matrice, derrière, ben, tu peux t'en servir pour, quand tu lui donnes un texte, il peut le compléter. Et finalement, ça revient à faire une conversation parce qu'en fait, il te répond en fonction du contexte et ça donne cette illusion de parler à quelqu'un. Et donc ça, c'est la brique de base. Alors avec cette brique de base, on va faire plein de choses. Soit bah, c'est un système, tu lui donnes du texte, il te le rend, et par-dessus, tu peux construire par exemple un chatbot. Voilà, tout ce que ça fait, c'est ça va, quand l'utilisateur tape quelque chose dans le chat, ce que l'utilisateur a tapé, plus des informations, si tu le souhaites en plus, bah, en fait, ça va être fourni au LLM qui va dire au chatbot, voilà ce qu'il faut répondre. Et le chatbot va te l'afficher, et puis tu vas continuer comme ça. Ça c'est le fonctionnement. Voilà, donc, le LLM, c'est la brique de base, et le chat, c'est au-dessus. Lorsqu'on parle d'agent, c'est autre chose, c'est l'idée que ben, on va faire non seulement générer du contenu, mais on va aussi faire des choses. C'est-à-dire qu'un agent, ben, il va être capable d'aller récupérer de l'information ou d'aller agir, d'aller changer. Et en fait, c'est un peu le même principe qu'un chatbot, au sens qu'il il utilise un LLM pour savoir, il lui fournit du contenu, par exemple le contexte, et puis le LLM lui répond, mais en fait, l'agent ne va pas générer du texte, il va faire une action. Si on prend, par exemple, dans un chatbot où, imaginons que tu voudrais un chatbot qui est capable d'annuler une commande pour un utilisateur, ben, en fait, là, c'est proche plutôt du fonctionnement d'un agent parce qu'il ne va pas juste parler avec toi et te donner des infos, il va aussi faire des choses et avoir un impact sur le monde physique. Pour moi, la distinction, je la vois là, c'est que l'agent est capable d'interagir avec d'autres systèmes et donc d'avoir un impact sur le monde physique. Alors, tu as l'étape d'après qui est d'avoir des systèmes d'agents, parce qu'une fois que tu as fait ça, en fait, tu peux dire que tu n'as pas juste un agent, mais plusieurs, et qui se parlent entre eux. Donc, j'ai un agent avec qui tu vas parler, qui va identifier que dans ce que tu veux, en fait, il faut qu'il fasse appel à deux autres agents pour pouvoir répondre à ton besoin. Puis chacun de ces agents va peut-être avoir appel à d'autres, ainsi de suite. Donc, on a des systèmes d'agents qui se parlent.
et qui, à un moment peut-être, vont décider d'aller annuler ta commande parce que c'est ce qu'ils ont compris que tu voulais, ou pas d'ailleurs. Donc, et c'est là que c'est intéressant parce que en termes de possibilités, quand tu fais du TI, tu peux faire des choses assez incroyables en termes d'automatisation de processus. Et c'est aussi là que ça devient compliqué parce qu'on voit très bien que là, on parle de quelque chose qui a un impact sur le monde physique. Et donc, bah, ça nous amène sur la droite du framework ici. Incroyable. Donc, nos données, des LLM pour les exploiter et les rendre compréhensibles et autres, des chatbots pour interagir éventuellement de façon simple, des agents qui deviennent à peu près autonomes et qui peuvent conduire à des actions, et des agents qui proposent des actions à d'autres agents, et on a tout un petit monde et un Ouais, écosystème euh, assez incroyable et fantastique même qui se met ouais, ouais. à fonctionner. Et puis, tu Et peux me rajouter une couche par-dessus, tu vas avoir des agents qui définissent des systèmes d'agents. C'est une discussion que j'ai eue avec des gens donc des agents qui créent des des agents, et là c'est des l'apprenti IA sorcier en fait. qui créent des IA, en fait, qui créent des structures, des systèmes d'agents, ouais, tout à fait. Donc c'est un peu l'apprenti sorcier, ça. C'est le côté où un moment où ça peut faire peur, mais bon, ça Oui, reste, ça reste des algorithmes et des choses qu'on avec peut maîtriser. avec des limites, et moi je le vois régulièrement, en fait. Je suis à la fois fasciné par ce que je vois faire, il y a des excellentes surprises, puis parfois on se rend compte des limites. Moi je m'en sers au jour le jour, je m'en sers pour coder, je m'en sers enfin, hier par exemple, sur un projet, j'analysais une dizaine d'interviews clients d'une demi-heure, enfin de trois quarts d'heure chacune, et en fait ben, on a utilisé l'IA pour pouvoir extraire, donc là c'est le cas milieu, là, analyse améliorée, pour pouvoir extraire les pain points et puis les structurer. On a gagné beaucoup de temps, parce que ça nous aurait pris 2-3 jours sinon, mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller plus loin. Donc, c'est extrêmement puissant. Il faut toujours prendre du recul pour se poser la question, est-ce que je l'utilise dans le bon contexte ou pas? Voilà, ça et quelles sont les contraintes, quelles sont les exigences associées. Alors on arrive pratiquement à la fin. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'il y a Nicolas Baudet Oui. qui veut réagir et qui nous dit: les LLM utilisent des fonctions outils externes afin d'interagir avec l'environnement. On peut citer Crew AI pour les systèmes agentiques à multi-agents. Oui. Alors, évidemment, quand je parlais tout à l'heure de LLM, c'est le modèle de base. Et en fait, aujourd'hui, parce que si tu es temps, on a intégré cette notion-là de bah, comment est-ce que, si on veut pouvoir utiliser un outil, la façon dont ça se passe, c'est que j'interagisse avec un LLM et ce que je veux, c'est qu'il identifie si, dans ce que je lui dis, j'ai le souhait, il a besoin pour répondre à ma demande d'aller utiliser un outil externe. Et en fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'on a codifié. Alors, OpenAI était le premier à le faire, mais il y en a d'autres qui le font aussi. C'est que au lieu de te générer du contenu, il peut aussi générer du contenu aussi, mais dans lequel il faut aller appeler tel agent, voire le faire lui-même. Donc, si on prend juste la définition du modèle, le modèle n'a pas conscience du fait qu'il utilise un outil. C'est juste qu'on a optimisé le modèle pour qu'il génère un type de contenu particulier qu'on peut identifier comme étant ah non, ça c'est pas qui veut afficher quelque chose à l'utilisateur, mais qu'il faut aller faire cette action avant de répondre à l'utilisateur. Et en fait, du point de vue de l'ELN, c'est la même chose, mais on a simplement rajouté des couches par-dessus qui permettent de générer du contenu ou de l'action, avec des protocoles qui sont de plus en plus avancés. Alors, pendant un certain temps, c'était très spécifique à des fournisseurs donnés, et puis là, il y a de plus en plus des protocoles qui se mettent en place. Il y a un protocole qui s'appelle MCP qui a été proposé par Anthropic, où l'idée, c'est de standardiser la façon dont justement on crée une interface entre la partie non déterministe, à savoir les LLM, qui génèrent du contenu dont généralement, il y a toujours de la variabilité, et puis la partie déterministe de l'IT, où en fait, on va annuler une commande, ça c'est déterministe, il y a une interface très spécifique. C'est ça aussi qui est important, c'est comment on fait travailler les deux. Moi, c'est un truc qui me passionne depuis l'année dernière. C'est comment on fait cohabiter dans un même système une IA générative qui a toujours un risque de faire un peu plus que ce qu'on lui a demandé ou un peu différemment, et les systèmes informatiques déterministes qui, eux, exigent en entrée des inputs qui sont très précis, en fait. Donc, Excellent. Fred, en tout cas, je sais qu'il y aura un guide qu'on propose pour un peu résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Et puis nous, on est toujours disponible aussi pour apporter nos conseils et n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement si vous avez ces questions, ces réflexions dans vos DSI comme on dit en France, CIO Office comme on dirait en Amérique du Nord, puisque c'est des réflexions
pertinentes et critiques, et il faut être bien entouré. Je vois que Nicolas continue à réagir sur les Ouais, mais il parle effectivement tendances des modèles et de collection d'agents, et c'est là que on pourrait passer beaucoup de temps sur l'agent, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet d'optimiser, parce qu'en fait, si on découpe en agents, chaque agent peut utiliser un LLM optimisé pour ce qu'il a besoin de faire. Donc, c'est vraiment la partie qui aujourd'hui a le plus de potentiel. Donc, mais ça pourrait être un sujet d'une passionnant. de 2-3 heures. Donc, Nicolas, avec plaisir pour en échanger si vous le souhaitez. L'histoire ne dit pas si ces agents AI vont utiliser ton app pour commander des bonnes bouteilles et parler entre eux, pour faire le lien avec le début, mais sujet passionnant. Merci à tous pour nous avoir suivis dans toute la francophonie, à Québec, Montréal, Paris. Je sais qu'on a des gens au Sénégal aussi qui nous écoutent. Partout, la francophonie rayonne. Et puis, on aura d'autres sessions prochainement, toujours avec passion, plaisir et fun. C'est Ouais, notre tout à mot fait. d'ordre. Encore un bel anglicisme. Merci à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.